Et bonsoir à tous! Il est à peu près précisément 21h et c'est ton rendez-vous hebdomadaire qui commence, c'est la Nocturne de Norcam. Et cette semaine, j'ai pas chômé, je vous ai concocté une émission aux petits oignons sur un thème précis, et l'hébergement Minecraft. C'était temps qu'on s'y mette sur MC Radio parce que c'est très opaque pour un paquet de monde, alors ce soir, ça y est, on en traite. L'hébergement sur Minecraft, on verra ça tout à l'heure avec Scorpia. Mais on traite également, on vous fait le petit débrief finalement de ce Minecraft Live. Il est peut-être temps de se dire en face, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On fait un retour avec les positions de la radio dessus. Et enfin, pour ce planning, un gros big up à The Yume Collective et évidemment à NT Brian, grâce à qui on vous propose de nouvelles musiques. Donc ce soir, malheureusement, pas de musique de The Yume Collective. Ça rentrait pas dans notre programmation habituelle en termes de musique, mais par contre, du NT Brian, vous allez en entendre ce soir des nouveaux titres qui rejoignent la radio dès maintenant. Alors, on se retrouve dans quelques instants, après quelques musiques du fameux NT Brian, sur MC Radio. Alors maintenant, petit tour sur l'actualité Minecraft. Tout d'abord, vous le savez, il y a eu ce Minecraft Live. Alors, deux grands axes, déjà les mises à jour à venir, et surtout ce qui sort maintenant. Vous le savez déjà, j'en doute pas, vous êtes bien informés, vous êtes une bonne communauté. Et depuis le 30, vous avez la Copper Update, avec les petits Copper Golem, tous ces nouveaux blocs de build, les coffres en cuivre, toutes ces fonctionnalités de triage, bref. Votre base va être plus vivante que jamais parce que je ne doute pas, franchement, qu'on va tous l'avoir trié dans notre base, ce Copper Golem, vu à quel point il est pratique. Donc déjà, il y a ça qui est sorti. Et maintenant, il y a quoi qui arrive à l'avenir? Plusieurs grosses features. Déjà, dans la mer, une nouvelle créature, le Nautile.
on pourra grimper dessus, ça nous permettra de nous déplacer plus vite sous l'eau, et surtout, notre barre de respiration ne baissera pas. Alors ça, pour build sous l'eau, je vous garantis que c'est une dinguerie. En plus, il y aura aussi le Nautil Zombie. Et là, les noyés, quand ils vont grimper dessus et qu'ils vont nous pourchasser en nous jetant des tridents, je vous garantis que ça va rehausser à balle le niveau de difficulté dans les océans. Déjà que sur les plages et tout, fallait pas trop build sa base parce que les noyés, ça y allait à tire-larigot. Là, je vous en parle même pas, ça va être un enfer sous l'eau, ça va être la guerre. Et quoi d'autre? Et ben maintenant, les zombies grimpent aussi sur les chevaux. Les chevaux zombies sont enfin intégrés au jeu. Ça fait longtemps qu'on les attend, et ben les voilà. Mais ça implique quoi? Bah, ça implique que là, courir en slibard dans la nuit pour fuir les monstres, ça va plus marcher, les gars. Les zombies sont sur des chevaux, les zombies vont avoir des épées sur les chevaux, et ils vont avoir un fameux item que je vous explique après. Autant dire que fuir et courir le plus vite possible pour fuir tous les monstres, ça ne marche pas, les gars. La nuit, ça va être beaucoup plus compliqué de survivre. Et du coup, un nouvel item, je vous ai dit. Mais lequel? Et bah la lance. Et ça me fonctionne un peu comme la masse, en fait. C'est-à-dire que la masse, bah, plus vous tombez, plus vous avez de la vitesse horizontale, verticale, pardon, on dit, plus vous allez faire mal. Et bah là, alors, plus vous aurez de la vitesse horizontale via un cheval, via un minecart, via des élytres, via un bateau, via un nautile, et plus vous ferez mal. Donc attention, c'est une arme lourde, hein. Le temps de la mettre, qu'elle soit enfourchée, et que vous touchiez la personne en lui fonçant dedans, faut vraiment être sur le dos de quelque chose ou en élytre, parce que sinon ça n'en vaut, mais je vous le dis, pas la peine, c'est beaucoup trop long. Pour donner un petit ordre du temps, si là j'avais la lance de moi en moi, je lance l'action là. Paf, je lance l'action, elle est armée, je peux donner un coup, elle se recharge, je peux donner un coup. Autant dire que ça en PVP c'est pas possible. Par contre sur un cheval ou avec des élytres, vous n'avez pas tapé 50 fois. Donc sur des élytres, c'est absolument parfait. Quoi d'autre à dire dans l'actualité? Parce qu'on a fait le tour de... C'est qu'un game drop, on a fait le tour, même si des rumeurs commencent à dire que bah, le prochain ce sera pas un game drop mais la vraie mise à jour. Parce que pour rappel, les game drops ils sont là pour nous faire attendre les mises à jour. Donc peut-être une mise à jour au prochain Minecraft Live au semestre prochain, pour rappel c'est tous les 6 mois maintenant. Et c'était un game drop léger peut-être du coup finalement pour se garder un peu de temps pour faire cette mise à jour, et comme d'habitude on le sait, et ben Mojang nous rajoute tout le temps 2-3 petites surprises en cours de route avec les game drops suivant les idées qui leur viennent. Donc quoi d'autre maintenant dans l'actualité? Et ben pour fêter la sortie de la Copper Update, encore une fois, Mojang, et ben ils font gagner une cape. Et oui, une cape, enfin, je vous l'avais dit la semaine dernière. Oh, ils font pas gagner de cape, ils abusent. Et ben j'ai été langue de bois, ils font gagner une cape. Alors, c'est quand même le deuxième défi qu'on ne sait pas encore. C'est un peu abstrait, mais en attendant, on connaît le premier qu'il faudra obligatoirement qu'on valide si on veut accéder au deuxième. Et ce premier défi, c'est quoi? Summon 75 millions de Copper Golem. Je pense que c'est facile. Le nombre de joueurs connectés par jour, ça se fait, mais rapide. Faut juste que vous pensiez à aller jouer sur la dernière mise à jour et que vous soyez connecté à Internet. Et qu'est-ce qu'on gagne? Et ben sur Bedrock, vous gagnez un hat, qui est une petite peluche golem, elle est trop choupi. Et sur Java, bon, pas très utile, mais vous gagnez un skin directement designé par Mojang. L'utilité, je ne sais pas. Autant les créer soi-même, les skins, mais ça a le mérite d'être là. Mojang fait un effort, pense aux joueurs Java et ne fait pas comme d'habitude à les oublier. Et maintenant, la dernière actu de la communauté dont on veut parler, c'est un serveur, c'est une dinguerie. C'est pas sponsorisé du tout, hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai essayé les mini-jeux chez eux, on a déjà fait un événement chez eux, c'est nos partenaires, bah c'est Bastion MC. Et là, ils viennent d'ouvrir leur bêta, et c'est un succès fou. Les bêta-testeurs, ils adorent, ils font des retours constructifs, et c'est peut-être le moment de les rejoindre. Parce qu'en plus, il y a des récompenses que vous gagnez après la bêta-test. Donc rejoignez Bastion MC, c'est un serveur mini-jeu exceptionnel. Ils remettent des vieux jeux au goût du jour, du Tower, du Arrows, mais ils en créent aussi de nouveaux. Ils ont 5 ou 6 mini-jeux de près, le Dodgeball, ils ont recréé des trucs de physique et tout. C'est une dinguerie. Donc allez faire un tour sur Bastion MC. Comme toujours, leur Discord est disponible depuis le nôtre, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir accès à Bastion MC. Et on a un peu fait le tour des nouveautés de la communauté. C'est une semaine déjà très chargée, donc il n'y a peut-être pas tant de trucs que ça qui sont sortis sur les canaux de communication habituels, mais on reste toujours l'esprit ouvert et les yeux et les oreilles surtout ouverts pour voir s'il y a des nouvelles choses qui arrivent pour la semaine prochaine. Maintenant, MC Radio, on a beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, c'est peut-être temps de vous dire, oh, pourquoi sur le site, le nouveau système de saison, on vous explique tout maintenant. Alors, les saisons, c'est quoi? C'est un nouveau système pour vous récompenser. C'est-à-dire qu'on veut que vous fassiez des choses, on veut que vous jouiez, et on veut surtout vous occuper. Et du coup, les saisons, elles ont pour but de vous fournir un flot continu, de nouvelles expériences à faire, et en plus avec des cadeaux à gagner. Des cadeaux comme quoi? Bon, ça peut être de l'XP sur notre Discord, mais ça peut surtout être des cartes cadeaux, soit chez Amazon, soit PayPal, soit chez nos partenaires. Peut-être, je dis bien peut-être, on fera gagner des trucs sur ce fameux Bastion MC, je sais pas. Mais dans tous les cas, vous savez, ce système de saison qui existe, qui ajoute toujours de nouvelles quêtes, et qui va aussi vous permettre de suivre un peu ce qui se passe sur la radio pour y participer.
Et du coup, le 30, 31 et 1er novembre, 30, 31 octobre, pardon, et 1er novembre, il y en a certains d'entre vous qui ont vu sur le calendrier des saisons qu'il y avait des cases buggées. Elles clignotent, elles sont bizarres, ça parle d'anomalies. Il se passe bien quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est les MC Radio Games d'Halloween. Et oui, les voilà. On avait dit qu'on ferait un événement de grande ampleur avec tous nos serveurs ambassadeurs un jour ou l'autre, et voilà. Et en plus, je vous parle de Bastion MC, mais devinez qui est l'hôte de cet événement. C'est Bastion MC qui a décidé de nous héberger et de nous faire jouer à leur mini-jeu. Alors c'est simple, il y a 8 médailles à gagner. 3 médailles bonus, fair play, killer. Un killer, c'est pour rappel un défi à points pour tous les supporters pour défendre les couleurs de votre serveur. Et surtout, un concours de build, des pavillons. On espère que les ambassadeurs vont nous sortir des pavillons sublimes pour le village olympique. Et ensuite, quoi d'autre? Ces fameux modes de jeu où les serveurs, les délégations de 8 à 16 joueurs de chaque serveur, vont se défier, vont se combattre pour savoir qui gagne la médaille d'or dans chacun des événements. Donc, retenez bien les dates. C'est le 31 au soir, donc le vendredi. Le 31 au soir, le vendredi exactement. Le 1er novembre et le 2 novembre, toute la journée à chaque fois. Donc, vous aurez une programmation musicale de zinzin, les commentaires en direct, tous les serveurs ambassadeurs qui seront là. Ce sera le moment pour aller voir Bastion MC et surtout pour vous inscrire. Et oui, parce que la délégation neutre, la délégation non inscrite de MC Radio est ouverte. Vous avez juste à vous signer sur le Discord et vous inscrire dans la délégation neutre. Et oui, vous n'êtes pas forcément admiratif de tous nos serveurs ambassadeurs, donc c'est pour ça qu'on vous propose de faire partie de notre délégation neutre, qui est neutre, mais faites gagner MC Radio, honnêtement. On a envie de la ramener, cette première médaille. On la veut, cette première médaille, on le veut, ce trophée pour MC Radio. Dire que l'MC Radio Games, il n'y a que la communauté d'MC Radio qui les gagne. Donc, vous avez intérêt à vous inscrire et de nous faire gagner. En plus, on va grassement vous arroser en point de saison. Ça, je vous le dis. Quoi d'autre? Il n'y a pas que ça en octobre qui arrive. En effet, il y a plusieurs autres événements. Et je vous l'ai dit maintenant. Tout d'abord, on aura un procès fictif. Et oui, qu'est-ce qu'un procès fictif? Pour tous ceux qui sont dans le monde des études ou dans le monde citoyen, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde parce qu'on a peut-être une audience qui est un peu jeune, un procès fictif, c'est quand on se retrouve autour d'une table, certains sont à la défense, d'autres à l'accusation, et on fait le faux procès de quelque chose. Donc vous êtes dans un camp et vous devez défendre un sujet. Et quel est-il ce sujet? Quelque chose qui fait débat. Et qu'est-ce qui fait débat en ce moment? La EULA, depuis toujours, elle fait débat. Donc on vous propose de vous retrouver à l'antenne en direct sur MC Radio pour défendre ou non la EULA de Minecraft. Voilà. Quoi d'autre? On vous propose le challenge animateur d'un soir aussi. C'est-à-dire qu'on va réserver un créneau toutes les semaines en octobre pour que vous puissiez essayer de prendre l'antenne au moins une fois, faire votre petite émission, que ce soit préenregistrée ou en direct avec nos équipes pour qu'on vous guide, et voir ce que vous pouvez proposer. Ça peut être à la fois l'occasion de découvrir le monde de l'animation radio, de faire des rencontres et aussi de vous mettre en avant vous et votre projet si vous en avez un. Donc on vous propose d'animer un soir, que vous soyez de un jour lambda ou un jour d'une niche, mais grande ouverte, elle est la porte. Donc on vous attend. Signalez-vous sur le Discord, animateur d'un soir, ça vous est grand ouvert. Et enfin, le 30-31 octobre et le 1er novembre, c'est les Creepy Stories de MC Radio. On est prêt, on les attend, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, vous nous envoyez vos histoires effrayantes et on les lira. Et en plus, les meilleurs, on les garde évidemment pour les joueurs d'événements sur Bastion MC. Après la petite soirée festive, on vous dira les histoires terrifiantes de la communauté. Fausse ou pas, on s'en fout, mais il faut que ce soit crédible. Donc inventez-nous ou racontez-nous la meilleure histoire d'Halloween que vous avez. Et si elle est sélectionnée, belle et quelle histoire. Ensuite, sujet un peu risqué pour beaucoup de monde, mais MC Radio tient à être transparent dessus, c'est nos retours de compte. Alors, qu'est-ce qu'a fait MC Radio sur le dernier trimestre, c'est-à-dire juillet, août, septembre? Vous le savez, on a ouvert en septembre, donc forcément, il n'y a pas 1 milliard de chiffres en août. Donc, quels sont surtout nos chiffres de fin août, début septembre? En chiffre d'affaires, donc pour le rappel, je réexplique ce que c'est le CA, c'est l'argent qui rentre. C'est-à-dire que même si cet argent, il nous coûte, mettons, on gagne 50 € et qu'il nous coûte 47 € à rentrer, on compte 50 € de chiffre d'affaires. Ça sera calculé les impôts, tout ça, donc c'est pas réellement ce qu'on gagne. Ça, je vous le dis après. Mais du coup, on a fait rentrer 164 € de chiffre d'affaires, notamment grâce à quelques ambassadeurs qui nous ont choisis pour évidemment faire leur message audio et leur bannière, mais aussi, on va pas se mentir, grâce à l'énorme soutien d'Apocalycraft qu'on vous représente, mais qu'on vous présente tous les jours. Apocalycraft, excellent serveur apocalyptique qui va bientôt ouvrir d'ailleurs. Ils attendent que leur communication soit finie pour ouvrir.
Et comme d'hab, rendez-vous sur notre Discord pour avoir accès aux leurs. Mais Apocalypse qui nous a sponsorisé à l'ouverture et jusqu'à fin octobre. Et donc, bah voilà. C'est eux et les ambassadeurs qui nous ont aidés à faire notre chiffre. Actuellement, vous n'avez pas de pub payante sur MC Radio. Et c'est quelque chose de bien pour vous, honnêtement. C'est-à-dire que pour nous, ça fait un peu mal parce qu'on c'est des sommes à sortir, mais on est prêt à le faire. Si on s'est engagé dans ce tracé avec vous, c'est qu'on est prêt à le faire. Et on remercie encore une fois tous les ambassadeurs qui nous font confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a payé d'impôts? Eh bien, d'impôts, on paie 35 € d'impôts sur les entreprises, c'est-à-dire 21,20% de notre chiffre d'affaires, arrondi. Grand merci à l'URSSAF, à leur supérieur. Et ensuite, d'impôts sur le revenu, moi, personnellement, je payais à peu près 13 €. Donc, encore une fois, je vous explique, c'est un pourcentage. Et surtout, d'impôt sur le revenu sur le chiffre d'affaires, parce qu'ils considèrent que le chiffre d'affaires rentre directement dans ma poche, vu qu'on est une micro-entreprise. Évidemment, je ne me suis pas fait 164 €, sinon ça m'aurait aidé à terminer mes fins de mois en début d'année. Et qu'est-ce qu'on a réellement géré? Donc, en supprimant les dépenses liées aux fournisseurs vidéo, qui transforment notre flux radio en flux vidéo, et les frais tiers, par exemple, quand on embauche de l'argent et qu'on a besoin immédiatement d'en ressortir pour valider la commande auprès de notre prestataire, on a généré 10 €. Donc 10 €, c'est un beau chiffre, c'est 10 € symboliques. Maintenant, il faut remettre en considération le flux radio, je le paie moi-même, et lui nous a coûté par contre 90 €. Donc c'est un chiffre qui est conséquent. Et malgré tout, encore une fois, on vous le dit et on vous le redit, cette entreprise est surtout là pour nous permettre de faire perdurer la radio parce que légalement c'est obligatoire. Et on est très très heureux, et moi-même je suis très très heureux, je ne compte pas quand il s'agit de la web radio. Les ambassadeurs vous le diront, on est tout le temps en train de les gâter, il y a tout le temps de quoi gagner des cartes cadeaux chez nous, on ne compte pas pour vous faire plaisir. Et c'est en réalité avec un grand sourire, moi, que je vous annonce ces chiffres, parce que bah déjà, on n'est pas déficitaire sur les chiffres internes. Et c'est une très bonne nouvelle, et on remercie encore une fois tous les partenaires qui nous ont fait confiance aujourd'hui. Donc encore une fois, un grand merci à Apocalycraft et aussi un grand merci à Indy, qui est notre solution de comptabilité, qui est partenaire avec nous et qui propose encore une fois, si vous nous contactez, qu'on vous fournisse un code qui vous permet d'essayer pendant un mois. Alors, quelles sont les autres news? Eh ben, on a fait le tour. Voilà tout ce qui arrive en octobre pour MC Radio. Maintenant, eh ben, je vous laisse sur quelques musiques et on commence notre interview. Notre interview avec qui, je vous le rappelle? Eh ben, avec Helium de Scorpia. Donc, Scorpia, il vous réexpliquera, mais c'est une association d'hébergement et c'est pour ça qu'on les invite ce soir. On cherchait à interviewer de l'associatif pour avoir vraiment des chiffres honnêtes. Et donc, bah, voilà, on vous présente l'interview, d'Helium juste après cette petite pause musicale, parce que j'ai quand même pas mal d'évité pendant quelques minutes.
Alors bonsoir à tous, ce soir on se retrouve avec Helium de chez Scorpia. Donc vous le savez, l'interviewé ce soir c'est quelqu'un du monde de l'hébergement et il va pouvoir répondre à un paquet de questions qu'on se pose tous sur le sujet. Alors Helium, je vais t'inviter à te présenter, toi, et présenter Scorpia. Yes, bonsoir. Mon pseudo c'est Helium sur Discord et je suis actuellement donc le président de Scorpia, qui est donc une association souveraine d'hébergement, c'est-à-dire qu'on a nos propres machines en data center pro et on est principalement spécialisé pour l'aspect Scorpia sur l'hébergement du serveur de jeu, des serveurs de jeu de manière générale. D'accord. Du coup Scorpia c'est une entreprise, ça s'est créé comment exactement? Alors, pour te parler un petit peu de l'histoire de Scorpia, déjà, il faut savoir que c'est une association. Je l'ai créée quand j'étais en BTS avec un camarade de classe à l'époque. Et je faisais déjà avant même ça de la création donc de plugins et mods Minecraft. Et ce qui m'était souvent remonté donc par les gérants de serveurs à ce moment-là, donc c'était il y a maintenant 3 ans, c'est qu'il y avait souvent des soucis de performance en fait sur les serveurs de jeu alors ça c'est après la petite étude qu'on avait fait et le comparatif entre serveurs dédiés et hébergement de services à valeur ajoutée, c'est-à-dire les serveurs de jeu de manière générale, que ce défaut de performance était souvent lié à la surmutualisation des services. Globalement, c'est quoi? Ça veut dire que sur une machine, on va avoir 128 Go de RAM physique disponible, mais les hébergeurs vont avoir tendance à survendre cette quantité de RAM-là en misant sur le fait que les utilisateurs ne vont pas tout utiliser pleinement et donc faire de la marge et plus de marge là-dessus. Et donc là où on est un petit peu intervenu pour se démarquer de ça, c'est qu'on a eu dès le début nos propres serveurs physiques. Donc on n'a jamais été revendeur de services, mais on a toujours été propriétaire des serveurs et donc des services auxquels on mettait à disposition des gens. Et donc on a eu nos propres serveurs directement dès le début, et ça nous a permis de pouvoir garantir des performances pour les communautés et donc pour les gérants de serveurs qui puissent garantir un bon fonctionnement pour leurs joueurs, ne pas avoir de lag, de soucis de performance ou autre. Donc voilà un petit peu, je suis rentré vachement dans le détail de la création, mais aujourd'hui on a beaucoup évolué. Savoir que forcément on a contacté quelques communautés auxquelles j'avais déjà des contacts pour leur proposer nos services dès le début, vu que on voulait voir un petit peu ce que ça donnait à grande échelle, ce qu'on pouvait proposer. Et une chose en entraînant une autre, on a été aussi démarché un petit peu par d'autres demandeurs, d'autres types de serveurs de jeu, et on a un petit peu étoffé notre catalogue, et on propose aujourd'hui que ce soit du serveur de jeu, de la Gamebox. D'ailleurs, ça, on l'a créé il y a maintenant 2 ans, mais globalement, c'était l'idée de proposer à des gérants de communauté le fait d'avoir un lot de ressources de X quantité de cœur, X quantité de RAM, X quantité de stockage, et de pouvoir en faire un petit peu ce qu'ils voulaient avec, et de ne pas être enfermé dans une offre prédéfinie. Mais encore une fois, je m'avance peut-être un petit peu trop pour ce début, mais globalement, on propose aujourd'hui tout type d'offres qui peuvent s'apparenter à du service d'hébergement, service du data center, de la protection, etc., etc. Et je suis allé beaucoup trop loin, certainement. Je te laisse peut-être me relancer sur une autre question parce que sinon je vais parler Non, non, après, de tous les points. je pense que plus tu racontes des choses, plus les gens vont être contents de t'entendre. Moi, tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, c'est t'es méchant, mais je suis pas du tout dans ce côté-là de la tech. Et du coup, comment ça fonctionne une infra-serveur? C'est quoi? T'as des machines dans le fin fond de ta cave, t'as du housing dans un data center, ça se passe comment? Alors, il y a quand même plusieurs couches pour savoir ce qu'est un hébergement. Donc, pour t'écrire un petit peu ça, où commence un service d'hébergement, déjà il y a des prérequis. Il faut forcément avoir une infrastructure, que ce soit ces serveurs, que ce soit les serveurs d'un autre, que ce soit du cloud américain ou autre. Il faut des serveurs physiques à un endroit. En l'occurrence, je vais prendre un cas généraliste. Je vais prendre du Azure ou de la AWS et je vais prendre nous pour faire un petit peu une comparaison et pouvoir différencier et pouvoir proposer des définitions. Un gros hébergeur cloud, style AWS, va avoir du coup ses machines
dans ses propres data centers, c'est-à-dire qu'ils vont posséder un terrain, ils vont posséder un bâtiment, ils vont posséder des machines à l'intérieur de ce bâtiment-là. Très souvent, comme j'ai cité, c'est du grand cloud provider américain qui vont avoir des centaines de milliers de machines entreposées dans leur propre bâtiment. Et sur ça, on va rajouter une autre couche qui est le réseau. Une fois qu'on a notre infrastructure, on a par-dessus notre réseau pour pouvoir connecter toutes nos machines et surtout se connecter à l'Internet de manière générale. Là aussi, il y aurait une autre définition à proposer, mais de manière générale, Internet, ça se passe avec des AS, des autonomous systems, que les entreprises peuvent avoir et ainsi s'interconnecter les uns les autres. Une fois que chaque personne, chaque entreprise a son AS, ces AS-là vont se dire entre eux, OK, telles IP, si jamais tu as une requête dans ton réseau qui va vers telle IP, elle est vers chez moi. Si tu as une requête de tel réseau qui va vers nous, je sais que c'est tel autre AS qui déclare ses IP. Globalement, en fait, c'est de l'échange de où est-ce que je dois aller des uns aux autres. Et là où une structure un petit peu plus humaine et différente, je vais retourner un petit peu plus au niveau structurel, surtout là où on a commencé, c'est que dès nos débuts, on a eu nos machines physiques et on avait un local. Donc nous, on était initialement basé sur Caen, aujourd'hui sur Rouen pour des raisons perso, mais on avait donc un local avec des machines. Là où AWS est différent, c'est que dès le début, ils ont pu, globalement, hein, je mets des gros guillemets, je vais simplifier au maximum, mais ils ont pu tout acheter, que ce soit les locaux, que ce soit les fibres pour s'interconnecter avec les autres opérateurs, que ce soit les machines. Nous, on a juste acheté nos machines et on a souscrit à des offres fibres professionnelles. On en a pris 2 pour pouvoir, en cas de coupure d'une, pour faire basculer notre réseau sur l'autre. Je reviens un petit peu à l'essentiel. On avait donc un local sur Caen. Je vais parler un petit peu après de notre évolution, mais donc on avait un local sur Caen. Au début, on avait 2 machines et un routeur, et donc nos 2 fibres qui étaient connectées directement dessus. On a eu donc notre AS qui nous permettait donc d'avoir un bloc IP et s'interconnecter à d'autres opérateurs et pouvoir avec ce bloc IP là dire un petit peu au reste du monde, coucou, si jamais vous avez besoin de vous connecter à notre réseau, on est joignable par notre fibre A à droite, notre fibre B à gauche. On s'était interconnecté à des opérateurs. Je sais qu'au tout début, on s'était connecté avec Vultre. Globalement, c'est un cloud provider américain qui était aussi présent sur Paris et qui proposait donc ce qui s'appelle des VM sessions BGP. Globalement, c'est des machines virtuelles qui ont en plus une surcouche pour s'interconnecter aux autres opérateurs. Et on a eu très rapidement un second avec ServerD, chez qui aujourd'hui on est aussi partenaire à titre professionnel. J'en reviendrai après, mais avec la structure Hyperion Cloud. Et donc on avait ces 2 opérateurs-là. Et donc ces 2 opérateurs-là, ils ont eux-mêmes leur propre connexion avec du Orange, avec du Free, avec du SFR, avec ce qui s'appelle des Internet Exchange, des IX, comme FranceX, etc. Et globalement, la petite personne qui est derrière sa box, imaginons sa Freebox, il va faire une requête qui va partir de son PC, aller à sa Freebox, remonter dans un data center, demander où est-ce que est l'IP, donc pour citer notre premier blog, c'était 149.7.5.0/24, donc où est ce bloc-là, et à ce moment-là, nos prestataires, qui étaient donc Vultre et ServerD, pouvaient répondre « Ah, je le connais, viens par ici » et nous renvoyer la donnée. Et encore une fois, je me suis éparpillé, je m'excuse, mais une fois que donc ces opérateurs-là recevaient la donnée, ils la renvoyaient vers nous, et pour repasser maintenant à une couche plus physique, on recevait les requêtes sur notre routeur, et elles étaient donc redistribuées derrière sur la machine qui portait cette IP-là. J'ai fait un gros coup de dézoom-zoom. Je vais revenir un petit peu sur l'aspect machine. Les premières machines qu'on a eues, on a eu du Xeon. Du Xeon, c'est quoi? C'est littéralement le processeur le plus utilisé aujourd'hui dans le monde de l'hébergement. C'est du standard. Ça relativement coûte pas cher.
Et, euh, et ouais, il y en a de l'entrée de gamme, il y en a du haut de gamme, mais globalement, tu fais pas des étincelles avec, mais ça fait tout tourner. Et donc on avait ça au tout début, on faisait tourner quelques petits serveurs Minecraft, parce que du coup j'avais mes contacts, etc. Mais très rapidement, on a eu des soucis de performance. Parce qu'il faut savoir que Minecraft, c'est un processus qui est extrêmement demandant en performance single core. Et, et je vois que j'ai une petite notification. Ok, non. Et donc, l'Exeon n'étant pas taillé pour répondre de manière efficace à de la demande intensive sur de la requête single core, sur ce genre, on va dire, de process, on a eu rapidement des soucis de performance. Et donc, on s'est tourné, parce que du coup, on a eu un petit peu un dilemme à ce moment-là, c'était euh, soit on investit dans une nouvelle machine, on était parti directement sur du Ryzen, étant donné que le Ryzen est une excellente performance single core, et contrairement au Intel, qui venait de passer à leur nouvelle génération, où ils avaient des processeurs qui partageaient ce qu'ils appellent des e-core et des p-core, donc des cores de processeurs économiques, je crois que c'est économique de mémoire, et des cores P, donc performance. Vu qu'on effectuait que de l'allocation de ressources dédiées, on voulait pas qu'il y ait des utilisateurs qui se retrouvent bind, donc lock de manière software, sur des processeurs à faible performance. Et donc on est parti directement sur du Ryzen, vu que le Ryzen, ce qu'il a, c'est que sur chacun de ses cœurs, il y a la même cadence. On risquait pas d'avoir des utilisateurs qui étaient bloqués sur des cœurs du processeur qui étaient moins performants. Bref, on a eu donc ce dilemme-là. On a porté un petit peu, on a croisé les doigts. Disons qu'on a croisé les doigts. On a acheté cette machine-là. À l'époque, en plus, c'était assez compliqué parce que j'étais alternant et donc globalement, mes premiers salaires d'alternance, ils sont partis dans l'achat de ces serveurs-là. En fait, j'ai tout simplement fait don à l'association pour pouvoir faire proposer ces services-là à la communauté. Et au final, ça fonctionnait excellemment bien. Je m'en souviens très bien. Le premier Ryzen qu'on a eu, c'était un Ryzen 9 5950X. On l'avait pris en plus une bête de machine, 128 Go de RAM, 2 fois 2 Tera de NVMe. Bref, un truc qui claquait bien. Et donc ça marchait du tonnerre. Et quand je dis ça marchait du tonnerre, c'est dessus, on avait, je sais plus, ça devait être une trentaine de serveurs avec une moyenne de 10 connectés sur chaque, qui tournaient et sans souci de performance. Et ça, c'était l'éclate. Et donc on a eu les Ryzen et je suis encore rentré dans du détail. J'ai tendance, hein, hésite pas à m'interrompre parce que je pourrais parler de tout et de n'importe quoi dans le monde de l'hébergement que ça me choquerait pas. Moi, Mais ouais, je pense avoir fait un petit tour, en tout cas de l'ensemble de ce que c'était un petit peu les machines, le réseau, etc. En tout cas, pour refaire une très très brève vulgarisation, on va dire en deux phrases, une infrastructure, c'est un site, des machines, du réseau et de l'humain. ok. En termes de coûts, vu que vous êtes dans l'associatif, j'imagine qu'il n'y a pas de coût humain ou alors négligeable. C'est du coup de l'électricité, des achats de machines qui doivent être conséquents. Si possible, de nous donner aussi une fourchette de prix pour qu'on imagine bien. Et ça doit aussi être de l'entretien, de la maintenance. Alors je sais pas du tout si on est sur une machine de type on va avoir un composant qui crame de temps à autre, ou si c'est en des maintenances en termes de soutien logiciel, même si je pense que ça, du coup, tu vas maîtriser personnellement. Ça se passe comment? Alors, l'histoire des coûts, c'est vrai que tu as soulevé pas mal de points. On va avoir les premiers coûts, sans quoi il n'y a rien, qui sont les coûts des machines. Donc les machines, soit tu les loues pour proposer du service à valeur ajoutée dessus, soit tu les achètes. Nous, on a fait le choix de les acheter. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu être propriétaire de l'infrastructure que je proposais. Je me voyais pas être revendeur de services sur ce type de service-là. Et donc forcément, c'est des très gros coûts. Pour donner une idée, aujourd'hui, une machine Ryzen, donc un petit Ryzen 9, enfin petit, c'est ironique, mais bref, un Ryzen 9 128 ou même 192 Go de RAM là, pour les DDR5, du NVMe, on prend souvent en double pour pouvoir mettre un RAID et avoir de la redondance matérielle au cas où il y en a un qui claque, comme tu as pu le dire.
Et carte mère, châssis, alimentation, refroidissement, on en a globalement pour les dernières générations pour 2 à 2005 euros par machine. Forcément, c'est des gros coûts. Et tu as parlé d'autres coûts à la suite. Si tu peux juste revenir sur ceux que tu avais cités, comme ça je réponds dans l'ordre, et puis après je rajoute ceux que j'ai en tête. J'avais dit du coup le coût de l'entretien, que ce soit physique ou logiciel, Mhm. l'électricité et du coup ouais l'humain derrière. Yes. Bah, je vais répondre directement à la question de l'humain. Côté Scorpia, c'est zéro coût. Parce que on est tous bénévoles. On est une dizaine de bénévoles derrière Scorpia aujourd'hui. Et là-dessus, il y a zéro coût. Les seuls coûts qu'on va avoir, avec des guillemets, c'est par exemple lorsqu'on a fait notre déplacement, lorsqu'on fait des déplacements en data center, mais je pense surtout à une grosse migration qu'on a fait il y a 2 ans en novembre où on a déplacé une vingtaine de serveurs justement de Caen sur Paris quand on est passé en data center professionnel. Bah forcément, les coûts essence et restauration des bénévoles, plus coût de déplacement des bénévoles, parce que du coup j'avais fait venir un de nos premiers bénévoles qui habitait sur Lyon, donc je lui avais, l'association avait payé le train pour ce bénévole-là. C'est les coûts qu'on va avoir. Globalement, c'est des coûts qui vont permettre d'entretenir l'infrastructure. Quand je dis d'entretenir l'infrastructure, c'est pour se faire déplacer les bénévoles et par exemple il y a du NVMe à changer sur une machine, faire venir quelqu'un pour le changement. Tu as parlé d'un second coût, c'est le coût d'électricité et en fait il n'y a pas que le coût d'électricité. Il y a le coût de l'électricité et le coût du refroidissement. Globalement, si tu veux un ordre d'idée, euh, pour une unité d'électricité dépensée dans la machine, tu vas avoir une unité dépensée dans le refroidissement de la machine. Si ta machine, globalement, elle consomme 100 watts en consommation de processeur pur de calcul, tu vas avoir 100 watts en plus de dépenser dans le refroidissement. En réalité, c'est même souvent un petit peu plus que 100 watts qui sont dépensés dans le refroidissement. Il y a un ratio qui s'appelle le PUE, qui est le ratio d'électricité dépensée en puissance de calcul sur le ratio dépensé dans le refroidissement. Un bon data center, euh, pour qu'il soit classé entre guillemets vert, faut qu'il ait disons 1,1 ou moins de PUE. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dépense la même quantité d'électricité dans le refroidissement ou moins que la quantité d'électricité dépensée dans le compute pur. Et globalement, en termes de tarifs d'électricité, ça va dépendre clairement du data center. On va avoir des data centers dans lesquels l'électricité est astronomiquement chère. Je pense à Telehouse 2 sur Paris, qui est le data center le plus reconnu en termes d'interconnexion réseau en France. Globalement, tu as 95% des opérateurs, donc des personnes qui possèdent des IP en France et qui agissent du coup sur le territoire français, qui sont présents dans ce data center-là. Et vu qu'il y a une demande importante, ils jouent aussi là-dessus et ils font un petit peu gonfler les prix de l'électricité. Mais on peut se retrouver avec, je vais donner un prix fourchette, mais c'est pour un petit peu se rendre compte de l'idée. Une souscription à 1 kVA, donc, parce que on parle pas en kilowatts, on parle en kilovoltampères, parce qu'il y a forcément de la déperdition sur les, j'ai plus le terme technique parce que je suis pas électricien non plus, mais bref, il y a une déperdition sur le cuivre, sur l'acheminement de l'électricité de manière générale. Mais bon, sur ce 1 kVA que tu souscris, si tu es à 1000 balles dans ce data center-là mensuel, tu vas être à 2 fois moins dans d'autres data centers, comme par exemple celui où on est. Ceux où on est, parce qu'on est présent en total sur 4 data centers. On est présent donc sur Telehouse 2 pour la partie interconnexion réseau, DC2Scale par 2 par 3, et on est aussi présent sur Rouen, Data Center Cogent. Et la différence d'électricité, ça peut être du simple au double, par exemple entre DC2Scale et Telehouse. La dernière partie du coup, que j'ai pas encore évoqué, c'est, comme tu le disais, un petit peu euh, la partie qui peut cramer, entre guillemets. Euh, Ça, c'est du coût qui est un petit peu récurrent, mais qu'on prend en compte justement dans les souscriptions. Mais globalement, ça arrive pas souvent, hein. Là, au total, on a plus d'une cinquantaine de serveurs, des disques qui ont claqué en 3 ans d'existence. On en a eu moins de 10, quoi.
Donc c'est une économie d'échelle à avoir, mais c'est pas non plus la majorité. Et il y a un dernier coût quand même euh, que tu n'as pas cité et qui n'est pas forcément connu, c'est le coût du réseau. Ça, tant que tu n'as pas eu à acheter du transit IP auprès d'opérateurs, c'est un coût qui t'est inconnu et lorsque tu le découvres, tu tombes des nues. Pourquoi? Parce que en France, on bénéficie de d'opérateurs, d'une grosse diversité d'opérateurs déjà. Hein, c'est pas le cas en Belgique, c'est pas le cas au Canada, c'est pas le cas dans plein de pays dans le monde. On a quatre gros opérateurs, si je ne cite que, qui sont Orange, Free, Bouygues et SFR. Bon, plus pour longtemps, mais ça c'est une autre histoire. Mais globalement, ces quatre gros opérateurs-là, ils proposent énormément de services et le fait qu'ils se fassent une extrêmement rude concurrence, ça tire les prix de l'accès à Internet vers le bas. Aujourd'hui, tu peux acheter une fibre 8 gigabits symétrique à moins de 50 balles mensuelles, sauf que ça biaise du coup la connaissance du coût du transit IP, donc du coût du trafic sur Internet. En termes d'opérateurs, quand on achète de la bande passante à un autre opérateur, donc globalement que cet opérateur-là sert d'intermédiaire à accès au reste de l'Internet, c'est un coût faramineux. La fibre que tu vas acheter à 8 gigas, 50 euros pour 8 gigabits symétriques, et ben nous, au niveau opérateur, quand on achète de la bande passante de l'un à l'autre, en moyenne, faut compter minimum entre 250 et 500 euros le giga de bande passante d'un opérateur à un autre. Et donc forcément, plus tu vas avoir de process qui tournent sur tes serveurs, plus tu vas avoir d'utilisateurs dessus, plus ce coût va augmenter. Très souvent, les coûts en termes de réseau sont dégressifs sur la quantité, mais c'est un coût qui est énorme et qui est même parfois supérieur au coût électrique, qui est souvent pas pris en compte par l'utilisateur final. Enfin, qui n'est pas connu, disons. Donc voilà un petit peu. J'ai pas mal poussé là-dessus, mais je pense que c'était important à citer vu que c'est un coût qui n'est absolument pas connu du grand public. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, moi, ça me pousse à rebondir sur deux choses. Donc, la première, c'est que tu parlais du prix du refroidissement. Donc, est-ce que c'est possible de nous expliquer vraiment comment ça fonctionne? Genre, vraiment le procédé brut. Est-ce que c'est un gigantesque water cooling? Est-ce que c'est des énormes salles ventilées? Ça, c'est intéressant. Et surtout aussi, peut-être parler du litrage en eau et peut-être de l'impact un peu que ça au niveau de l'écologie, parce il y a certains data centers qui sont verts, donc qui fonctionnent à l'énergie verte. Est-ce que c'est votre cas? Et surtout, bah, quel impact ça a? Mettons un petit serveur Minecraft de 16 Go de RAM, est-ce que tu sais à peu près ce que ça génère ou pas forcément? Je vais pouvoir te donner des estimations en live. Je vais pas pouvoir te donner de chiffres parce que je ne les ai pas en termes de litrage d'eau, de quantification, parce que c'est géré au niveau du data center et nous, on n'est pas propriétaire d'un data center. On est présent dans des data centers, mais du coup, on n'a pas ces données-là. Les points sur lesquels je vais pouvoir te répondre, c'est un petit peu comment ça se passe le refroidissement. Faut imaginer ça un petit peu comme dans les films. Les data centers, disons ceux qui sont un minimum évolués dans leur conception, tout simplement. Faut imaginer ça comme des grandes rangées de baies. Une baie, c'est quoi? C'est, disons, le gabarit d'un frigo auquel t'as pas de porte avant, t'as pas de porte, enfin, t'as ni fond ni porte. Et tu peux entreposer des serveurs, donc sous forme de lames, qui sont horizontales, que tu vas pouvoir empiler les unes sur les autres. Ils sont tenus par des rails, du coup, forcément, au B. Et donc ça fait des grandes allées. Et ces grandes allées-là, on va avoir des couloirs, tout simplement. Bah, faut imaginer des grandes allées devant soi. Et une allée sur deux, on va imaginer qu'il y a un couloir chaud, un couloir froid, un couloir chaud, un couloir froid. Pourquoi un couloir chaud? Pourquoi un couloir froid? Parce que tout simplement, il y a de l'air froid très souvent qui est injecté du sol entre deux baies de serveur. Tout simplement, il y a de l'air froid qui est injecté depuis le sol, qui va remonter à travers le sol. Souvent, c'est du sol un petit peu grillagé et qui va passer à travers les serveurs. Et il va sortir de l'arrière de chaque rangée, donc à droite et à gauche, et il va être forcément réchauffé. Et donc là, on va avoir une allée d'air froid centrale, par exemple, et deux allées d'air chaud à droite et à gauche. Et très souvent, on essaye de, enfin,
les data centers essayent de rentabiliser leur espace, donc ils vont mettre un petit peu en effet miroir les rangées d'air chaud et les rangées d'air froid pour avoir forcément la plus grosse densité de serveurs au mètre carré. Et donc on a nos grandes allées, on a notre sol grillagé, on a un plafond soit en métal, soit en plastique en fonction des data centers pour forcément qu'il n'y ait pas d'échappement de l'air froid par le dessus et qu'ils soient obligés de passer par l'avant des serveurs et ressortir par l'extérieur. Et ensuite, au-dessus des couloirs chauds, on va avoir des récupérateurs de cet air qui est réchauffé. Et cet air-là, il y a deux méthodes. Soit l'air est directement réinjecté dans l'allée froide par des clims, c'est-à-dire que il va directement être récupéré donc par ces récupérateurs d'air chaud, refroidi par ces climatisations-là et réinjecté. Ou alors, je sais que c'est ce que fait justement Infomaniac sur un de leurs derniers data centers. Ils utilisent cet air chaud-là, donc parce que faut s'imaginer que 99% du temps, les data centers sont pas dans des milieux d'habitation et donc il n'y a aucun avantage direct à la récupération de cette chaleur-là. Disons qu'il y aura plus de dépenses à récupérer l'énergie de cette chaleur que de retour réel à cette récupération. Là, en l'occurrence, ce qu'avait fait Infomaniac, c'est l'inverse. Ils ont construit, au lieu de construire un data center en périphérie de ville, ils ont construit une ville autour du data center. Alors, c'est pas Infomaniac, mais forcément, ils ont dû s'arranger avec la municipalité. Et leur data center est sous un parc, si je dis pas de bêtises, et autour, il y a 4 lotissements d'habitation. Et ce qu'ils font, c'est que justement, eux, ils récupèrent la chaleur pour réchauffer les foyers aux alentours. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas dans nos data centers dans lesquels on est présent. Quoique sur Telehouse, il me semble qu'il y a une récupération de cette chaleur-là, mais j'aurais pas de détails à apporter. Je t'avoue que j'ai pas planché dessus au préalable. Mais donc voilà, en gros, c'est air froid qui arrive, qui passe dans les serveurs, qui ressort chaud, et ensuite ça passe dans des clims et c'est réinjecté froid. On va pas aller entre guillemets prendre cet air chaud là, le foutre à l'extérieur et entre guillemets ouvrir les fenêtres pour qu'il y ait de l'air froid qui rentre, parce que souvent l'air de l'extérieur n'est pas à la même humidité que l'air de l'intérieur et on veut pas qu'il y ait de l'air humide qui passe à travers les serveurs. Sinon ça exploserait leur vie, la vie des composants à l'intérieur du serveur et ce serait désastreux. Enfin, c'est juste pas imaginable financièrement, quoi. C'est pas viable. Est-ce que nos data centers sont écologiques? Là, il y a un grand débat sur le terme écologique avec quelque chose qui, par définition, va consommer une ressource. Mais globalement, les data centers dans lesquels on est présent sont eux-mêmes clients de EDF, leur version, enfin leur, leurs offres vertes, en tout cas pour d'ici tout ce qu'il y a, si je dis pas de bêtises. Et donc forcément, ça va être du nucléaire derrière, et le nucléaire est qualifié d'énergie renouvelable. Donc on peut théoriquement dire que c'est du renouvelable. En tout cas, sur ces data centers-là, hormis Telehouse qui, eux, ont des panneaux électriques, bah, du coup, les autres, des panneaux électriques, des panneaux photovoltaïques, les autres n'en ont pas, mais il y a forcément toujours une recherche de cet aspect écologique-là pour deux raisons. Une, j'ai envie de dire l'aspect moral, forcément. On va essayer de rechercher l'efficience énergétique, mais aussi, et ça, ils ont aussi leurs pattes à mettre là-dedans, pour des raisons financières. Les gros data centers, forcément, c'est plus des assos. Ce qu'ils recherchent, c'est la rentabilité et ils vont éviter au maximum les pertes énergétiques. Donc forcément, il y a une recherche dans la conception de ces data centers-là qui est fait pour avoir le moins de déperdition énergétique sur les différentes salles de serveurs. Voilà un petit peu pour le tour de la question. Est-ce que ça te convient? C'est parfait, nickel, ok. Du coup, ma deuxième question, qui est sans doute la question qui fâche, mais que je pense va me faire la réflexion si je ne la pose pas malheureusement. Et bah du coup, vu que vous êtes associatif, j'imagine que vous avez une marge qui est pas gigantesque bah, sur chaque abonnement. Et du coup, est-ce que ce serait possible qu'on ait un peu, peut-être pas forcément pour Scorpia, mais du coup, vous soyez un peu les mieux placés pour nous dire
le découpage en fait d'un prix d'un serveur, c'est quoi? Bah, de toute façon, côté Scorpia, c'est du prix coûtant. La construction de la tarification du serveur, pardon, c'est plusieurs choses. C'est le coût 1, la machine, qui est amortie sur une durée X. Prenons, imaginons un Ryzen qui est amorti sur 24 mois, donc c'est le prix de la machine divisé par 24, divisé par les portions que tu vends. Imaginons tu as 128 Go de RAM, nous on fait que du dédié, enfin de la ressource dédiée, donc sur 128 Go tu as 128 places, tu fais donc 2500 divisé par 24 divisé par 128 et tu as ton prix par giga par mois. Ça c'est déjà la partie 1 du coût. Et je dis au giga parce que très souvent, ce qui est restrictif dans les serveurs de jeu, c'est la quantité de mémoire par serveur, la quantité de CPU et la quantité de stockage. En tout cas sur Minecraft, c'est pas là où on a enfin, de notre retour d'expérience, c'est pas là où on a la plus grosse démarcation, le besoin utilisateur du moins, hormis la performance CPU, mais ça je l'ai déjà abordé. Et donc on a un coût par giga par mois pour la première partie du coup. La deuxième partie du coup, ça va être le réseau. Sur l'ensemble de nos serveurs, on a forcément un coût moyen d'expérience qui est établi par serveur de jeu en fonction de, imaginons, on a 5 utilisateurs, donc disons qu'on va avoir entre 2 et 5 mégabits de bande passante utilisée de manière, enfin, en moyenne. Donc on a aussi le coût de la bande passante pour ce serveur. Ensuite, on va avoir le coût électrique. Imaginons que pour un serveur qui a 8 Go de RAM, qui a 2 cœurs de processeur, 2 cœurs sur notre machine, qui en a 16, ça va faire X% du processeur. Ensuite, on sait que la machine va utiliser, disons, 200 watts d'électricité. Donc, on prend X% de 200 watts sur notre prix au kilowatt, donc au kVA, et on va dire pour la vulgarisation au kilowatt. Et donc, on a cette autre partie-là qui est donc le coût électrique. On a donc dit le coût d'amortissement matériel, le coût réseau, le coût électrique. On a aussi donc le coût du consommable. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a un CPU qui pète, si on, bon ça c'est ultra rare, hein, ça arrive qu'une fois. Mais donc si on a un CPU qui pète, si on a du disque qui lâche, si on a de la mémoire qui lâche, donc on a ce coût consommable qui est calculé donc sur la proba qu'il y a un élément de la machine qui pète sur nos expériences qu'on a déjà eues sur notre cinquantaine de machines. Et on a un dernier coût qui est donc le coût de maintenance. Que ce soit en termes software, que ce soit en coût de déplacement, parce que quand il faut faire une intervention pour changer un consommable, on doit faire un déplacement en data center. Et globalement, on a l'envers du décor pour les coûts. On a l'envers du décor pour les coûts. J'associe à la partie réseau la partie coût par IP. Parce que forcément, les IP, c'est un service qui est loué. Très souvent, soit tu achètes un bloc IP, soit tu loues un bloc IP. Disons qu'à l'achat, un bloc IP, un /24, 256 IP, c'est 10 000 balles et que nous, à notre échelle, on peut pas se permettre de l'acheter, donc on le loue. Et donc forcément, c'est un coût que j'inclus. Par exemple, un serveur qui va avoir son IP dédié, c'est un 256e du prix du bloc qui est inclus dedans. Et donc une fois qu'on a tout ça, on a notre coût du serveur. Euh, voilà. Eh ben, parfait, merci beaucoup. Même moi, il y a beaucoup de choses que je ne pensais pas qui étaient Mais inclus n'hésite dedans. pas, hein, je vois que tu te mutes, mais n'hésite pas à réagir directement si tu vois que tu as des questions. Moi, ça me dérange pas, au contraire. Je préfère que ce soit plus interactif parce que sinon je me lance Je dans me des dépêche monologues qui sont c'était la interminables. crème et que sinon tu serais tout le temps interrompu par moi qui tousse. Ok, pas de souci alors. Non, non, mais en tout cas, c'est super intéressant. Est-ce que ce serait possible, avant que je réagisse sur tout ce que tu as dit, de refaire un petit tour sur les différents types d'hébergements qui existent? Par là, je parle des offres, donc housing, dédié, VPS, game. Est-ce que c'est possible de réexpliquer un Yes, peu tout j'ai ça? pas, c'est vrai que j'ai pas poussé sur la partie type d'offre. Si je prends la source, si je prends le data center, c'est la source, on va dire la base. Le data center, il va proposer ce qui s'appelle de l'housing. L'housing, c'est quoi? C'est la possibilité pour une entreprise ou en particulier de pouvoir mettre ses serveurs physiques dans un environnement data center, dans un, donc dans un environnement qui refroidit, qui est alimenté en double abduction, donc avec deux arrivées électriques au moins, qui a de la redondance à ce niveau-là, parce qu'ils ont des générateurs, ils ont des onduleurs,
C'est aussi un endroit dans lequel on va avoir plusieurs opérateurs, que ce soit pour avoir de la faible connectivité vers Cloudflare, vers Google, vers Orange, etc. Et donc ces plusieurs opérateurs-là, ça permet aussi d'avoir de la redondance sur l'accès réseau. Et donc les data centers vont pouvoir proposer ce service-là. C'est un petit peu venez avec vos serveurs et notre environnement est le meilleur parce qu'il est le mieux refroidi, il y a beaucoup de sources d'alimentation, il y a beaucoup d'opérateurs. Ça, c'est le niveau 1. Une fois que tu es dans le data center, donc tu as tes petits serveurs, tu as plusieurs choses. Soit tu es revendeur d'housing, c'est-à-dire que tu prends le data center vend par baie entière. Une baie, c'est quand même 42 U, 42 emplacements de serveurs. Et il se peut que l'entreprise qui, euh, qui fait, qui passe par ce prestataire-là, donc ce data center-là, n'est pas 42 serveurs et donc il peut passer souvent par des revendeurs, donc des personnes qui vont acheter des baies entières et reproposer c'est même la même chose mais à plus petite échelle. Ils vont proposer un U, 2 U, 3 U pour une autre personne qui aurait qu'un serveur, que deux serveurs, que trois serveurs, etc. Et donc on a data center, disons revendeur d'housing. Ensuite, on va avoir par-dessus la personne qui possède les serveurs et qui va dans le data center. Donc cette personne-là, elle va pouvoir proposer plusieurs types de services. Le service le plus standard, c'est entre guillemets du serveur dédié. Donc t'achètes ton serveur physique, tu passes par un prestataire qui propose de l'housing, tu mets ton serveur, tu branches le réseau, tu branches l'électricité, tu envoies les identifiants à ton client et tout roule. Ça, c'est le serveur dédié. C'est globalement une machine physique pour un utilisateur, un client. Parce que derrière, il y a d'autres services. Ce client-là, imaginons, il propose sur ce serveur de l'hébergement de site web. Donc là, on a un nouveau type de service dans cette grande chaîne qui est l'hébergement, qui est donc le service à valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que il va proposer un service supplémentaire que n'importe qui en théorie pourrait mettre de son côté sur une machine virtuelle, je reviendrai après, mais sur un serveur dédié directement. N'importe qui peut héberger un serveur web. Et ben, ce que va proposer cette personne-là qui a un serveur dédié, c'est l'hébergement de 100 000 sites web à 100 000 personnes différentes. Et donc là, on a une couche en plus dans cette chaîne de l'hébergement. On peut avoir un autre type de service qui est la machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est quoi? Faut voir ça comme un PC à distance. C'est un petit PC, c'est un petit bout du serveur physique qui a 2-3 cœurs, 4-5 gigas de RAM, enfin voilà, c'est une partie de la ressource du serveur dédié, physique, qui est allouée à ce petit environnement-là. Et donc la personne qui souscrit à ce service-là, il peut faire tourner absolument ce qu'il veut sur sa petite machine, que ce soit du serveur Minecraft, que ce soit du site web, que ce soit du bot Discord, et j'en passe. Et éventuellement, ce qu'on peut retrouver par-dessus, pour imaginons une personne qui se lance et qui donc souscrit à une offre de VPS, donc c'est le nom de ces machines virtuelles qui sont proposées dans le cloud de manière, en termes très génériques, c'est un autre service à valeur ajoutée qui est l'hébergement de serveurs Minecraft. Et on arrive là, on va dire un petit peu à la fin de cette grande chaîne-là. Parce qu'une fois que tu as ton service à valeur ajoutée, tu peux rien rajouter par-dessus, hormis le service du client final. Si je reprends un petit peu cette chaîne-là depuis le début, ça fait data center qui propose de l'housing, qui propose qui propose de l'housing à X. Cette personne-là va pouvoir proposer souvent des plus petites quantités à des personnes qui possèdent des serveurs physiques. Les serveurs qui possèdent des serveurs physiques vont proposer la puissance de calcul à des personnes qui recherchent une petite quantité de puissance de calcul dans le cloud. Et ces personnes-là vont eux-mêmes proposer leur savoir-faire sur ces petites unités de calcul. Si je reprends un petit peu dans le sens inverse pour donner un esprit concret on va dire à la personne lambda, c'est je recherche un serveur Minecraft. Donc je vais sur internet, je tape hébergement serveur Minecraft et je tombe sur un site. Ce site-là, je vais donc avoir mon serveur Minecraft qui va tourner dans un environnement, imaginons une machine virtuelle, qui elle-même va tourner sur un serveur physique, qui lui-même va être dans une baie, qui elle-même est dans un data center. Et là, je pense que j'ai pris la chaîne dans les deux sens et que vous avez un petit peu mieux l'idée des services autour du data center.
C'est tout pour moi. Ouais, ouais, carrément. Ok, du coup, maintenant, on a une petite carte au total. Moi, ce que j'aimerais bien discuter, c'est que on a parlé d'écologie, on a parlé d'hébergement. Il y a une phrase que j'ai bien aimée que tu as dite, c'est le fait que dans tous les cas, un serveur Minecraft ou un hébergement n'est jamais écologique dans le sens où on consomme de la ressource. Et c'est vrai Bah, qu'il y j'ai a... envie de te dire, et excuse-moi, je te coupe directement, j'ai envie de te dire, l'humain n'est pas écologique dans sa manière, dans le sens où il y a une consommation d'une ressource qui ne sera pas forcément régénérée avant la fin de la vie du consommateur. Donc, c'est un bon. Après, c'est voué au débat, mais forcément, oui, le serveur ne va pas pouvoir être écologique dans le sens où t'allumes ton PC, c'est pas écologique non plus, mais par contre, ce que tu vas pouvoir produire derrière euh, amortit la dépense énergétique que tu fais. Est-ce que je C'est-à-dire, suis clair dans ce que je dis? bah, c'est une promesse qui est faite par beaucoup de monde. Maintenant, quel vrai est du faux? C'est-à-dire, quels sont les cas où vraiment un site web a un impact plus positif que négatif? Alors, c'est excellent ce que tu as dit. Tu dis site web écologique. Ça, c'est un truc qui est fou. En tout cas, moi qui m'a toujours choqué, connaissant extrêmement bien le milieu, c'est ce qui est vendu comme site web écologique. Et je fais une pause là-dessus carrément, mais un site web, un hébergement de site web ne peut pas être écologique par sa définition. À partir du moment où tu vas bah, ok, ça se contrecarre en disant que l'énergie nucléaire est écologique, mais de toute manière, il y aura de la consommation d'une ressource qui, bah, du coup, ne pourra pas être régénérée avant la fin de sa vie. Même un truc tout con, hein, il y a plein de data centers qui se revendiquent écologiques à 100% parce qu'ils ont des panneaux solaires, parce qu'ils ont des éoliennes et donc leur électricité, elle est produite par X ou Y moyen. Forcément, ça c'est le grand débat autour de l'électricité, mais de toute manière, il y a une production d'un élément qui fait que ton électricité n'est pas verte à 100%. Il y a des promesses, il y a on essaye de, il y a des solutions qui sont faites pour, il y a des on peut dire un petit peu tout ce qu'on veut autour, hein. De toute manière, à la fin, il y a de l'électricité qui est consommée et chaque data center, d'une manière ou d'une autre, va essayer forcément de réduire ses dépenses parce que c'est à son avantage financier et que les data centers, eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas à être tout vert, même si, bon, bah, pour certains, ils essayent, mais c'est surtout avant tout d'être rentable. Et s'ils ont de la déperdition énergétique, ça, entre guillemets, j'ai utilisé un terme un peu vulgaire, mais disons que ça réduit leur rentabilité et ça, ils aiment pas, donc forcément, ils vont essayer de, pas de consommer moins, mais de consommer mieux. Le fait de consommer moins, ça me rappelle quelque chose. Vraiment, petite anecdote perso. L'année dernière, on a un intervenant qui est venu pour nous présenter, nous architectes, qui est aussi une profession qui pollue énormément, hein, évidemment, la construction, qui nous présentait des solutions low-tech pour moins polluer. Et il nous présentait aussi que bah, toutes ces solutions-là, il a un journal en ligne, et que pour pas polluer son journal en ligne, ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé un panneau solaire chez lui, et que il a une batterie, et suivant le pourcentage d'électricité dans sa batterie, en fait, le site web aura pas la même apparence à l'utilisateur. C'est-à-dire que s'il y a de l'électricité qui arrive en quantité suffisante, bah, le site web va afficher les belles images, les beaux machins. Et en fait, moins il y a d'électricité, plus le site web va avoir une version basse consommation d'énergie. Et c'est vrai que c'est le genre de, de pensée alternative qu'on pourrait prendre en compte, bah, soit quand on fait un site web, soit quand on propose des solutions d'hébergement. Peut-être, je pense à Infomaniac qui propose par exemple un outil de conception de site web, inclure ce genre de possibilités. Alors, c'est quand même vachement marrant comme, comme solution, mais son panneau solaire, je suis pas sûr qu'il l'ait fabriqué lui-même avec trois gouttes d'eau et deux feuilles dans son jardin. Donc, c'est pas non plus écologique à 100%, mais disons que le principe est sympa. Là où c'est pas scalable, disons à grosse échelle dans le monde du B2B, c'est le monde du B2B, le marketing de manière générale, c'est fait pour vendre. Ça vend quand c'est beau, ça vend quand c'est original, ça vend quand c'est tape à l'œil, que ça attire l'utilisateur. Va dire à des grosses marques, bah non, toutes vos images, là, vous êtes une marque, j'en sais rien, de monde de luxe, vous êtes Rolex, toutes vos images, vous allez diviser votre qualité par 50, parce que, ah non, franchement, en ce moment, l'électricité, c'est chaud. Bah, ce qu'ils vont te répondre, c'est bonsoir, non.
c'est pas scalable à grande échelle parce que forcément, eux derrière, ils ont des personnes qui vivent, ils ont des salaires à payer et ils peuvent pas se dire bah on va à la limite on va mettre off notre site, on va arrêter de vendre parce que ça va dépenser trop d'électricité. En fait l'écosystème est déjà lancé, la machine est déjà lancée. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'améliorer le chemin sur lequel elle roule, mais on peut pas l'arrêter. Ça, c'est pas possible. Quand ça arrive, ça fait comme en Espagne il y a quelques mois, quelques dizaines de semaines, je dirais. Ça fait du blackout total et il y a absolument tout qui s'arrête. Entre guillemets, les gens sortent dehors, c'est bien, mais sur l'aspect financier, ça flingue le pays pendant un moment. Et sinon, je me souviens plus, excuse-moi, la fin de ta question. Non, bah du coup, t'as Je bien suis parti en répondu débat contre moi-même. préalable. Ok. Si, Et si, si, si. J'allais dire, l'outil d'Infomaniac, hmm, ça a du bon, ça a du mal. Ça a du bon, ça leur permet, entre guillemets, de rajouter un service à valeur ajoutée à leur catalogue. Là où ça a du mauvais, c'est que si c'est de l'IA, ça déglingue, franchement, la consommation d'électricité que tu peux avoir. Parce que l'IA, ça tourne sur de la carte graphique, et de la carte graphique, tout le monde sait que ça bouffe de l'électricité comme il n'y a pas. Et vraiment, quand je dis ça, c'est, disons qu'un serveur IA, qui va avoir 8 GPU, des A4000, des A6000, tout ce que vous voulez, les dernières Nvidia. Chaque GPU qui va bouffer entre 1000 et 2000 watts en fonctionnement standard. Un seul de ces GPU là, ça va être l'équivalent de 8 serveurs pour du service traditionnel. Un serveur, disons moyen, disons du R640 ou du G10, ça va parler à ceux qui sont un petit peu plus tech, mais c'est du serveur standard dans deux grosses marques, la marque Dell et la marque HPE. Ça consomme entre 150 et 200 watts. Tu mets ça en comparaison d'un serveur d'IA avec 8 GPU qui consomment 1000 watts chacun, ça pique. Disons que ta consommation que tu vas avoir sur 2 B remplis de R640 ou de G10, tu vas l'avoir en un seul serveur IA. Pour donner une idée de ratio, c'est 50 serveurs contre 1. 50 serveurs standard va être la consommation électrique d'un gros serveur dédié uniquement à l'IA. d'accord, c'est vrai qu'on Voilà, se rend c'est tout pas pour moi. forcément compte de la taille que représente Globalement, en fait. votre PC, quand il tourne, vous êtes sur un jeu vidéo, t'as 50% de ta consommation électrique, c'est le GPU, et non, voire même plus que ça. Si t'as un bon GPU, disons une dernière version, une Nvidia, disons 3000, 4000 ou 5000 pour les plus aisés d'entre nous, on va dire, t'as 60 à 70% de ta consommation en jeu, ça va être ton GPU. 70%. Je pense qu'en DC, quand on fait une comparaison sur du serveur standard et du serveur IA, mais genre du serveur IA bien énervé contre du serveur standard basique qu'on va retrouver dans absolument tous les data centers du monde, le ratio, je pense qu'en consommation électrique, il doit être aux alentours de un serveur d'IA pour facilement 40-50 serveurs standards. Ok, ouais, en fait, l'IA, ça consomme de zinzin. C'est, Ça consomme de zinzin. et même si on l'a fait tourner en local, par exemple, parce que c'est vrai que du coup, tu vas peut-être pouvoir me dire si c'est une idée, une fausse bonne idée ou pas. Mais c'est vrai que moi, voyant tous les articles qui nous disent l'IA, ça consomme, je me suis dit, bah autant la faire tourner en local sur un PC quand j'ai besoin d'une IA pour répondre à une requête. Mais du coup, c'est forcément mieux ou pas forcément? T'as une économie d'échelle forcément derrière ceux qui possèdent des clusters de serveurs IA. Excuse-moi. T'as une économie d'échelle dans le sens où ils ont tout au même endroit et surtout un serveur IA ne répond pas à la requête d'un seul utilisateur, loin de là. Il y a une mutualisation qui est énorme de la capacité de calcul, de compréhension des IA. Mais ce que tu vas faire tourner en local va être efficient dans la capacité de ton matériel. Là où les serveurs IA sont dédiés et conçus uniquement dans le but de faire de l'IA, honnêtement, j'ai pas fait le calcul, mais je prends un guess, c'est que pour une personne qui fait une requête sur un serveur IA et une personne qui fait une requête sur son PC faisant tourner son IA, je prends l'hypothèse que faire la requête en data center serait moins énergivore pour la simple et bonne raison qu'il y a une surmutualisation énorme des serveurs IA.
Là où toi en local tu vas faire tourner ton modèle sur ta carte graphique, bah forcément tu vas consommer les ressources de ta carte graphique, mais t'es tout seul et tu vas parler avec un chatbot qui n'a pas de mémoire autre que ce que tu lui as donné comme info. Tu fais une requête à ChatGPT, la pertinence de sa réponse va être beaucoup plus élaborée et surtout le temps de calcul va être beaucoup plus optimisé, même si la consommation générique totale va être plus importante. Je sais pas si je suis fait comprendre, je peux essayer de reformuler ici. Moi, en gros, il y en a tellement au même endroit qui tournent en même temps sur les mêmes machines qu'en vrai, c'est peut-être moins c'est Il y a une énergivore mutualisation. un gros serveur, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Il y a une mutualisation qui est telle euh, que un utilisateur de plus ou de moins, il y aura pas de différence. Tu vois, c'est Ok. comme des voitures dans un bouchon, hein, à une ou deux près. Bon bah franchement, c'est la même. Ok, Après, ce qui est ok. intéressant, je rebondis juste à cet aspect-là d'héberger son IA en local. Là où c'est intéressant, c'est que tu es maître de ta donnée, que tout ce qui sort disons de ton clavier va vers ton PC et de ton PC vers ton écran. Là où quand tu fais une requête à des cloud providers, à ChatGPT de manière générale, hein, si on vulgarise, ça passe dans la moulinette OpenAI. Donc ça, c'est plus l'aspect souverain sur ces données qui prime, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est important à avoir comme conscience de savoir où vont ces données et à quoi elles servent. Ok. Du coup, moi, tu parles aussi d'être maître de ces données. Moi, il y a le sujet de la souveraineté des données que je trouve intéressant. C'est qu'en ce moment, actuellement en France, on tourne à 3 milliards de pourcents avec Office et Google. Et même au niveau des hautes instances, l'Assemblée nationale, par exemple, utilise un workspace Google. Et du coup, ça pose aussi la question de la souveraineté des données. Quand on voit l'accueil un peu tapis rouge qui est un fois maniaque, juste parce que la promesse c'est qu'ils sont européens et qu'ils fonctionnent à l'énergie verte, on se rend compte qu'il y a un réel besoin. Et toi, tu penses quoi de ce développement, peut-être de l'idée de souveraineté qui n'était pas du tout là il y a 2 ans? Je veux dire, la se dit enfin, ah bah faudrait peut-être décaler de Microsoft et Google. Et est-ce que tu saurais mettre en corrélation de pourquoi il s'affole depuis 2 3 ans avec ce qui se passe dans le monde de l'IT? Bah déjà en dehors du monde de l'IT, en termes de géopolitique, il y a des soucis. Si on se base uniquement sur l'IT. Sur l'IT, bah l'espionnage de masse avec l'IA. Ça, c'est depuis qu'Internet existe. Alors oui, non, je dis des conneries. Non, non, ouf. Mon cerveau s'est arrêté avant que tu dises le mot IA. Mais oui, oui, clairement, depuis qu'il y a l'IA, ça permet de scanner des énormes quantités de données en un claquement de doigts et de faire de l'indexation de zinzin sur tout ce que pense et dit tout le monde. Mais oui, je pense, l'accélérateur de cette démarche-là. C'est l'aspect souverain de ces données. Forcément, surtout dans du milieu business, tu es en train d'innover sur un nouveau produit. Tu veux pas que ce soit X ou Y qui ait la même idée en même temps, et donc pour ça, tu préfères que ce soit toi qui ait ton savoir-faire un petit peu chez toi. Bah, globalement, tu parlais d'espionnage de masse. Pour le grand public, ça va être un petit peu la même chose. Si tu as la connaissance de ce que pense Monsieur Tout le Monde, tu peux influer là-dessus. Tu peux influer. Quand je dis influer, c'est pas tant tenter de faire changer cette opinion, mais forcément, c'est comme ce qu'on a depuis toujours avec les cookies, hein, mais c'est de la pub personnalisée. C'est pouvoir un petit peu faire de la prédiction de marché. Tu peux faire de la prédiction de marché avec de l'analyse de la big data, de la grosse quantité de données publiques, tout simplement. De manière générale, les gens s'y intéressent de plus en plus parce que tu as cet aspect aussi self-made, self-host, qui est intéressant pour prendre un petit peu plus conscience que les choses qui existent en cloud, tu peux aussi le faire par toi-même. Je vais prendre un exemple tout con, Google Workspace que tu as cité. Il y a des alternatives, mais vraiment, mais toutes connes, qui peuvent être mises en place par n'importe qui, même ceux qui nous écoutent, qui s'appellent par exemple Nextcloud ou Carbonio. Carbonio d'ailleurs, qui est conseillé par l'Éducation nationale dans la mise en place en interne des établissements.
Et bah, ces deux solutions-là, si tu as une machine virtuelle, tu peux en quelques lignes de commande le mettre en place. Et globalement, c'est quoi? C'est du Google hébergé à la maison ou alors sur une VM chez un hébergeur de confiance. Et ça te permet d'avoir toutes tes données qui sont stockées à cet endroit-là, sur lequel tu as le contrôle, que tu peux supprimer définitivement d'Internet si tu le souhaites. Alors qu'à partir du moment où ça passe dans la moulinette cloud provider, big data, globalement, si tu envoies un fichier sur un drive, si jamais tu envoies un mail avec ton Outlook ou si jamais tu ouvres un PDF sur un Office 365, bon, c'est pas vrai comme ça, mais voilà, tout ce que tu fais est tracé et le restera jusqu'à la fin de l'IT, quoi. Enfin, jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y a du logging, du recensement d'activité qui est fait sur absolument tout. Et au contraire, là où les gens ont un intérêt à avoir les choses par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et ouais, c'est ça, par eux-mêmes, pour eux-mêmes, c'est qu'ils peuvent en faire absolument ce qu'ils souhaitent. Demain, ils souhaitent le supprimer, ils peuvent, sans que ça laisse de traces à droite ou à gauche. Demain, j'en sais rien, pour une raison X ou Y, ils souhaitent faire des modifications. Tiens, je pense à ça d'ailleurs, mais ça peut être aussi de la personnalisation. Google aujourd'hui, tu peux pas le personnaliser hormis changer ta couleur de fond d'écran. Enfin, de fond d'écran, de background, de navigateur par exemple. Bah là, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Tu veux changer l'image, tu changes l'image. Tu veux changer le nom, tu changes le nom. Tu veux inviter des gens, hop, tu rajoutes un mail, tu fais envoyer. Tu peux héberger tes propres serveurs de mail. En fait, tout est absolument possible à faire. Et l'intérêt, c'est de pouvoir faire par soi-même, tester, comprendre, échouer, évoluer, etc. Encore une fois, je suis parti en monologue, t'aurais dû m'arrêter. Non, au contraire, là, en fait, j'étais en train de chercher du coup Carbonio en même temps sur mon téléphone pour la. Carbonio d'ailleurs, il y a plusieurs versions. Il y a une version, bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus, en tout cas pas sur cette solution-là, parce que à titre pro, je suis aussi, je suis en train de concevoir une solution dans ce style-là. Mais globalement, pour te parler un petit peu de l'open source qui existe sur le marché, t'as Nextcloud et Carbonio Community Edition, qui n'est pas la même chose que Carbonio tout court. Et c'est tout simplement en fait une interface web à la Google Workspace avec une interface un petit peu revisitée, mais que tu peux héberger par exemple. Bon alors, je vais dire sur ton PC, c'est pas vrai parce que il faut un environnement Linux et je suis pas sûr que ceux qui nous écoutent aient des environnements Linux sur leur poste, mais sur un petit serveur, sur un NAS, sur une machine virtuelle, je sais que par exemple les dernières Freebox peuvent avoir des petites machines virtuelles, bah, ça peut se mettre dessus. Ça peut se mettre sur un VPS, même un VPS tout bête avec 50 Go d'espace, 4 Go de RAM, de cœur. Ça tient dessus. C'est juste une interface style site web sur lequel tu as une construction d'une workspace. Voilà. Ok, ok. Alors là, on va prendre un petit virage à 90, là, prends le volant en pleine main. Vas-y, je t'écoute. On va peut-être reparler un peu de Minecraft parce que c'est vrai que accessoirement on est une web radio sur le thème de Minecraft. Euh, Ça se passe comment d'héberger des serveurs Minecraft? C'est plus d'implication qu'un hébergement classique. Je parle peut-être en termes de les aider à débug ce qu'il n'y a pas, faire du support. J'allais dire définis le mot classique. Hébergement classique. Bah par Tiens, d'ailleurs, exemple, c'est intéressant. Dis-moi ce que pour toi c'est un hébergement classique. ben, un VPS par exemple où le mec il fait absolument ce qu'il veut dessus et t'as Hein. très peu de support à fournir et un game c'est pas la même chose. Ouais. Non, je sais pas, je demande. Mm. Sur la forme, oui. Sur le fond, pas forcément. Quand tu as une infra qui tourne, que ce soit du VPS ou que ce soit du game, si, entre guillemets, hein, tout tourne tout seul, bah tu vas avoir peut-être que quelques effets de bord avec un tel qui a un souci parce que son VPS il ne répond plus au ping, enfin ou qu'il est plus joignable de manière générique. Ou alors t'as un joueur qui a un souci sur sa console de son serveur Minecraft. Nous, on a une infra qui tourne, ça arrive rarement, et quand ça arrive très souvent, j'ai envie de dire, faut lire les logs. Euh, les systèmes sont faits pour dire quand ça va pas. Un truc tout bête, ce qu'on a, bon, je dirais pas souvent eu, mais ce qu'on peut avoir dans le monde de l'hébergement de jeu, c'est des serveurs qui crashent.
serveur de jeu, j'entends bien, qui crash et l'utilisateur arrive, il dit bonjour, je comprends pas, mon serveur c'est crash. Puis là, il y a un petit dialogue qui se fait, mais très souvent, on demande des fichiers de log. C'est globalement ce qui est écrit en console lorsque le serveur crash et ou ce qui est enregistré dans un fichier sur le serveur lorsque ce serveur a crash et tout est dit dedans. Donc c'est sûr que ça prend un petit peu de temps de guider l'utilisateur, de lui dire bah ok attends regarde là dans ce dossier là tu dois avoir un fichier qui s'appelle crash-log.txt etc. Est-ce que tu as moyen de l'envoyer la fin du fichier de ce qui est écrit. Ouais voilà hop tiens ok alors à telle ligne tu vois qu'il y a écrit le serveur n'a pas réussi à lire tel fichier, est-ce que tu es sûr que tu as bien tel fichier sur ton serveur. Enfin, en fait, c'est un petit peu de l'échange, quoi. On discute avec l'utilisateur pour l'aider à trouver ce qui pose problème. Là où c'est un petit peu différent avec le VPS, c'est qu'on ne sait absolument pas, et c'est la définition du truc, hein, c'est un environnement virtualisé sur lequel on n'a pas la main, sauf cas d'infogérance, mais c'est pas forcément ce qu'on a le plus. Mais globalement, on ne sait absolument pas ce qui tourne dessus, et l'utilisateur peut venir nous voir en disant il y a ça qui marche pas. On ne sait pas ce que c'est, mais ça marche pas. Et globalement, là, notre périmètre d'activité, ça va être est-ce que le serveur est joignable? Est-ce que il y a des règles de pare-feu qui ont été mises en amont? Et est-ce que la machine est physique est joignable? Est-ce qu'il n'y a pas eu un disque qui a lâché, etc. Globalement, on va avoir un aspect plutôt supervision, juste regarder si tout va bien côté VPS, et éventuellement aider l'utilisateur si elle nous dit et qu'on peut le guider avec le service qu'il a sur ce VPS. Là où dans le serveur de jeu, on sait ce qui tourne, on peut avoir éventuellement la main directement sur le serveur de l'utilisateur s'il a un besoin et on peut le guider un petit peu en direct. Je résume très rapidement en une phrase. Sur des VPS, ce sont des environnements dédiés à l'utilisateur sur lesquels on va avoir uniquement une action de visualisation que l'environnement est OK. Là où sur le serveur de jeu, on va pouvoir guider l'utilisateur sur éventuellement du debug et le répondre au pourquoi du comment. Ok. Voilà. Et en termes d'attaque, parce que évidemment, qui dit hébergement, je pense dit qu'il va falloir des protections anti-DOS et tout ça. Ça arrive plus souvent chez certains profils ou pas? Oui, ça arrive plus souvent chez certains profils, à savoir que j'ai pas forcément parlé de ça depuis le début, mais je gère aussi une structure parce qu'on a eu des demandes professionnelles. Scorpia, c'est aussi, on a reçu aussi ce genre de demande-là, et donc j'ai créé, non, j'ai créé tout simplement une SAS qui s'appelle Hyperion Cloud, donc qui répond autant à des besoins particuliers que professionnels. Mais pour l'aspect pro, Hyperion Cloud est partenaire officiel d'une solution française qui s'appelle Netrix, qui est une solution de filtrage anti-DDoS d'une capacité de 10 terabits par seconde et qui permet de garder entre guillemets tout le temps son serveur en ligne. Et donc forcément Scorpia utilise par extension cette protection-là et ça claque. Dans le sens où c'est une protection. Tiens, par exemple, il n'y a même pas 2 semaines, le week-end dernier. Non, celui d'avant. Le week-end. Enfin bref, peu importe. En tout cas, il y a 2 semaines, j'allais te sortir le week-end en question, mais c'est pas la question. On a pris une attaque à 5,8 terabits par seconde et c'était un serveur 5M. Voilà, truc tout bête. Et je dis et c'était un serveur 5M. Et pourquoi c'était tout bête? Parce qu'il y a énormément de concurrence sur ce marché-là. Et je ne vais pas tirer de conclusion hâtive, mais disons que les profils qui se font concurrence, en tout cas, aiment passer par des solutions de DDoS et ça marche extrêmement bien si votre serveur n'est pas protégé, il se fait flinguer et il est offline jusqu'à la fin de l'attaque. Là, c'est plutôt cool sur la solution qu'on a via Netrix, du coup en intensif, c'est qu'il y a un filtrage qui est fait à différentes couches sur une analyse comportementale des paquets arrivant vers les IP. Et ça nous permet déjà dans un premier temps de savoir par la quantité de flux arrivant si il y a éventuellement un état de non-légitimité des paquets qui arrivent. Et ensuite, en fonction de vers où ils vont, du protocole utilisé, parce que je vais pas faire une description d'un petit peu comment
le proto IP fonctionne, mais en fonction du type de paquet, de l'information qu'il y a à l'intérieur et de plusieurs autres facteurs, on est capable de détecter si jamais c'est du légitime ou du non légitime, et donc de le laisser passer ou de le bloquer directement en amont avant qu'il touche le serveur de l'utilisateur. Et tu aurais dû encore m'arrêter, je suis parti en monologue, mais il y a des serveurs qui se font beaucoup attaquer. Aujourd'hui, si tu es hébergeur et tu veux pouvoir avoir une garantie de service pour tes utilisateurs, il te faut une bonne protection. Et là, je fais un petit peu ma pub, c'est un truc qu'on propose via Hyperion Cloud et ça marche extrêmement bien. Et ça, j'en suis très très content. Voilà. Ok, ok. Je... heureuse- juste histoire d'être sûr, quand tu parles de 10 terabits, on parle de flow et pas de nombre de paquets. Je parle en termes de poids de données et pas de nombre Je de parle paquets. oui, je parle en BPS. Ok, Il y a deux types, enfin, il y a plein de types d'attaques possibles. Ça peut être le sujet d'une prochaine interview ou autre, mais il y a énormément de types d'attaques possibles et toutes les attaques qui existent, on peut les bloquer, sauf, je mets un sauf, mais c'est du guillemet, hein, encore une fois, hein, le processus de l'anti-DDoS, c'est le chat et la souris, hein, il y a un attaquant qui va trouver un nouveau type d'attaque qui passe, le défenseur va le bloquer, l'attaquant va chercher un nouveau type d'attaque qui va essayer de passer. Et c'est le jeu du chat et la souris, mais globalement 99,999999% des attaques sont bloquées. Il n'y a ok, aucune très solution, juste pour clore là-dessus, il n'y a aucune solution anti-DDoS qui peut garantir 100% brut de blocage d'attaque, dans le sens où il y a des attaques qui n'existent pas encore et qui ne sont pas connues à ce jour, qui peuvent arriver. Un truc tout con, bon, c'est plus du DDoS, c'est plus de comment dire. Euh, Bon, non, je vais m'arrêter là. On verra peut-être une autre fois pour Non, prolonger un tu peux petit peu le raconter sujet un là. peu ça, hein. Et bah, je prends un truc tout bête. Euh, mais si tu as, par exemple, des utilisateurs légitimes qui se font hacker et qui ensuite, dans les paquets qu'ils envoient, passent du DDoS, pour une raison X ou Y, bah, ça pourrait ne pas être détecté. Là, je suis dans l'hypothèse, hein. Je dis pas que ça existe ou que ça n'existe pas. C'est moi qui pars en impro total. Mais si jamais ça existe, peut-être que c'est pas bloqué parce que justement il y a déjà du flux légitime et qu'il se mêlerait avec ça. Ok. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question, ça. J'en parlerai. Mais au plaisir de te inviter pour Mais qu'on en bon. parle d'ailleurs, au plaisir, hein. Oui, non, mais je pensais avec des collègues justement, enfin c'est juste comme ça, sujet de discussion. Mais bon, après, il faut le cas d'usage où un attaquant arriverait à hacker à distance des postes d'utilisateurs légitimes pour utiliser leur connexion pour se... Enfin bref, c'est tiré par les cheveux. Donc Ouais, ça rentre dans le 0,1001%. ok. Et du coup, tu parlais de 5M, Minecraft aussi à Ouais. l'époque, de ce que je sais, c'était très très dans cet esprit-là. Plus trop le cas? Plus trop maintenant? Et bah en fait, les solutions qui sont sur le marché, comme celles qu'on propose aujourd'hui, des attaques contre du Minecraft, il y en a plus aucune qui passe. Genre toutes les attaques possibles et imaginables contre du Minecraft, ça ne passe plus. Donc si tu es chez un hébergeur qui a un bon anti-DDoS et une redondance réseau et une bonne redondance réseau, parce que même si, imaginons, ton hébergeur, s'il a qu'un seul ce qui s'appelle upstream dans le réseau, donc un seul opérateur qui le relie à Internet, bah, si cet opérateur-là il coupe pour une raison X ou Y, bah, les utilisateurs derrière, ils ont plus Internet. Ça peut être un truc tout con, hein, ça peut être un coup de pelleteuse dans la rue qui coupe une fibre. Mais voilà, si aujourd'hui t'es un hébergeur, que tu as plusieurs opérateurs et une bonne protection anti-DDoS sur ces opérateurs-là, sur du Minecraft, globalement 99% du temps, t'es tranquille. Ok, Et, ok, ok. et oui, oui, j'allais juste rajouter. Et pourquoi 5M, il y a plus de laisser-passer? Parce que 5M utilise un autre protocole sur la couche IP qui est plus facile d'attaquer. Dans le sens où le fonctionnement, on va dire, des requêtes sur Internet, c'est une couche, enfin, c'est un protocole à 7 couches.
Et c'est au niveau d'une de ces couches-là, donc la couche 4, qui détermine le type de protocole qui est utilisé pour la communication entre les différents hôtes du réseau. Et 5M utilise un protocole qui est l'UDP, qui est beaucoup plus facile à comment dire, à se faire passer pour. En fait, c'est simple. Quand on l'UDP, globalement, c'est un petit peu pour donner une image, c'est le postier. Mais c'est un postier style. C'est un Colissimo plus, tu vois. Il t'envoie ta lettre de toutes ses forces et ta porte elle est fermée, elle est ouverte. Quoi qu'il arrive, la lettre elle tape, tu vois, le colis il tape. Là où l'autre protocole que Minecraft utilise, qui est le TCP, utilise un handshake, c'est-à-dire qu'il va toquer à ta porte, tu vas ouvrir, il va dire bonjour, est-ce que vous êtes bien là? Toi tu vas répondre oui, oui, je suis bien là, et il va te donner la lettre. Là où du coup je disais ou UDP, globalement, ce qu'il y a souvent comme attaque, c'est de l'amplification UDP, hein, de l'amplification DNS ou autre. Mais bref, ça je passe. Ou c'est juste des gens qui vont envoyer énormément de requêtes. Et vu qu'il n'y a pas ce process de bonjour, toc toc, vous êtes là, oui, c'est bien moi, etc. Et bah, ça va être plus compliqué. Et je mets des gros guillemets parce que la technologie de filtrage est capable, enfin qu'on a est capable de déterminer dès la première arrivée si le paquet est légitime, oui ou non. Mais et donc, il y a énormément de requêtes qui vont arriver, et on va dire que pour du filtrage standard, de faire la détermination entre est-ce que c'est une bonne requête ou est-ce que c'est une mauvaise requête est plus complexe. Et donc, c'est forcément là-dessus que il y a beaucoup d'attaques qui peuvent être effectuées. Encore une fois, c'est une vulgarisation. J'essaye de faire comprendre mon propos au plus grand nombre, et ceux qui sont un peu plus techniques pourraient avoir des choses à redire à ce que je dis. Mais je suis libre à l'échange et je suis conscient que ce que je dis est vulgarisé. Toujours bon à préciser, en effet. Ouais, parce que sinon je sens que ça va aller MDM en mode ouais, t'as dit ça sur telle émission, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, ou alors tu diras n'importe quoi. Bon, chacun se dit expert, et les vrais experts ne sont pas ceux qui se proclament, mais ceux qui sont désignés. C'est vrai, c'est vrai. Je regarde et je pense qu'on a fait le tour de mon petit fil rouge. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux repréciser pour la fin, un sujet que tu voulais aborder ensemble? Dans tous les cas, je te le dis, on te réinvitera, mais Au plaisir. un sujet en particulier que tu souhaitais aborder. Ouais, il y a peut-être un truc. Être hébergeur, ça paraît plus facile que ça ne l'est. C'est accessible à tout le monde à partir du moment où tu as les moyens et que tu souhaites t'investir du temps et on va dire de la capacité mentale dedans, dans le sens où tu vas rencontrer énormément de soucis auxquels tu ne t'y attends absolument pas, alors que ça paraît un petit peu tout simple au début. Et mais en ratant, mais en échouant, mais en essayant, ça forge, et c'est un milieu qui est passionnant. Voilà, Et c'était un petit peu mon last speech. très très beau mot de la fin. Encore merci Guillaume d'être venu avec nous ce soir. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. On se retrouve à très vite pour que tu nous parles sûrement du DDoS et de la cybersécurité peut-être. Au plaisir. Et puis à la prochaine, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Hop, je coupe.
Bon, voilà. Et ça y est, c'est déjà la fin de notre émission. Alors, petit débrief, très très chouette interview à mon humble avis avec Helium. J'ai appris personnellement beaucoup de choses, je pense que j'ai dit plusieurs fois. Je m'excuse encore une fois, le micro n'était pas de très bonne qualité sur cette émission. Malheureusement, c'est un peu compliqué avec le changement constant de lieu pour mes études et le setup. Mais malgré tout, j'espère que cette émission vous a plu, que vous serez plus éclairé sur les actus et sur le monde de l'hébergement. Et on revoit très vite Helium, ça je vous le promets. Alors à très vite, j'espère que vous avez passé une bonne nocturne de Nordcam et je vous laisse sur la playlist explosive du vendredi soir. Tchuss tout le monde, c'était la nocturne de Nordcam sur MC Radio.